Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session du Cercle Santé dédiée à la pénurie de soignants. Et pour une introduction en bonne et due forme, nous accueillons Cécile Lambert, chef de service à la Direction Générale de l'Offre de Soins. Cécile, c'est à vous. Selon l'OMS, alors là c'est le petit moment chiffre, mais il manque 7,2 millions de professionnels de santé de toute façon au niveau mondial. On voit d'ailleurs que le marché du travail, des professions de santé s'internationalise. Donc on a, nous-mêmes en France, on recrute beaucoup de praticiens étrangers, mais nos professionnels peuvent être aussi attirés par d'autres pays, etc. Donc on voit bien qu'on a un marché mondial qui s'installe pour les professions les plus qualifiées. Alors les chercheurs, ça fait évidemment très longtemps, les professeurs d'université, etc. Mais aussi aujourd'hui pour les professions paramédicales. Ce chiffre va continuer à s'aggraver. D'ici 2035, on aura 12,9 millions de professionnels manquants dans le monde. Et en France, et je l'ai déjà dit, on a un creux démographique qui fait qu'on a à peu près des tensions structurelles entre 100 000 et 200 000 professionnels médicaux manquants dans les 8 prochaines années. Pour résoudre cette problématique, ou en tout cas apporter des réponses, résoudre, c'est quand même, ce serait déjà très ambitieux, mais en tout cas essayer d'apporter quelques réponses. Le ministère de la Santé et de la Prévention que je représente travaille à un plan d'attractivité pour nos ressources humaines. Évidemment, alors le diagnostic il est posé, l'attractivité et surtout la fidélisation, c'est évidemment continuer à encourager l'entrée dans ces professions, évidemment. Et donc on a 3 objectifs principaux. Le premier c'est de promouvoir et de rendre visibles ces professions de santé. Comme je l'ai dit, c'est des professions qui sont quand même, à part certaines, très bien identifiées, recherchées, mais on peut travailler sur des communications globales sur ces professions de santé. On l'a fait récemment, l'année dernière, ou sur des professions ou des métiers plus ciblés qui sont moins connus. Par exemple, les assistants de régulation médicale, c'est la personne qui répond quand vous appelez le 15, quand vous avez une urgence, par exemple. Les professions médico-techniques aussi, qui aujourd'hui, les manipulateurs radio, les techniciens de labo, etc., voilà, connaissent des très très fortes tensions et des difficultés de recrutement. C'est rendre, évidemment, donc faire connaître ces métiers et travailler précocement avec les acteurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, pour faire connaître ces métiers, créer aussi des passerelles, des cordées de la réussite, du mentorat qui amène des jeunes vers ces métiers, et puis peut-être ajuster ou améliorer la façon dont Parcoursup fonctionne. C'est évidemment sensible pour nos collègues de l'enseignement supérieur, donc nous le faisons évidemment dans un cadre concerté interministériel, mais on voit qu'aujourd'hui Parcoursup, qui est très efficace en termes d'affectation évidemment des étudiants, voilà, ne permet pas toujours d'éclairer les étudiants, les futurs étudiants sur la réalité des études auxquelles ils se destinent et des métiers auxquels ils se destinent. Et donc on a quelques difficultés, beaucoup d'abandons précoces notamment, auxquels il faut qu'on essaye de remédier en aidant ces jeunes à construire un projet qui corresponde réellement à leurs attentes. Le deuxième objectif, c'est de renforcer et d'améliorer la formation initiale des professions de santé. Là aussi, dans l'objectif d'éviter les abandons, évidemment. Et puis, de rendre des étudiants heureux qui seront des professionnels heureux ensuite. Malheureusement, les étudiants en santé, on le sait. Alors, les étudiants en France rencontrent beaucoup de difficultés, vous le savez, de précarité, bien sûr, de fatigue physique, de santé mentale. C'est un groupe voilà, qui est très vulnérabilisé de toute façon, mais en particulier les professions de santé. Parce qu'ils sont confrontés évidemment à des situations auxquelles on n'est pas toujours préparé à 18 ans. La maladie, la dépendance, la mort, le lien avec les familles, etc. Et ça s'accompagne. Ça s'accompagne par du tutorat, du mentorat, le fait que les maîtres de stage qui accueillent ces étudiants soient formés pour le faire, motivés pour le faire. C'est pas toujours le cas parce qu'ils ont aussi beaucoup d'autres choses à faire. Et reconnus, récompensés, valorisés. Donc nous pensons à une reconnaissance d'un statut de maître de stage plus favorable.
Nous travaillons aussi sur le quantitatif, tout simplement, en augmentant le capacitaire de formation. Donc pour les médecins, vous le savez, c'est en cours. Pour les infirmiers et les aides-soignantes, nous avons augmenté le nombre de places disponibles avec un effort inédit depuis plusieurs années par le Ségur, donc par un accord avec les conseils régionaux qui sont les financeurs de ces formations. Et nous allons continuer cette dynamique. Il faut se poser toutes les questions. Vous savez peut-être qu'il y a encore des quotas. Il y en a, le numerus clausus des médecins a été supprimé, mais pas le quota pour les infirmiers. Il y en a d'autres, pour les masseurs kinés, etc. Et donc on s'interroge sur la pérennité de ces quotas, peut-être le fait de les assouplir pour laisser entrer plus d'acteurs de la formation qui pourraient se positionner et proposer des offres de formation de qualité, évidemment. Puisque ces formations sont agréées pour accélérer, augmenter tout simplement le nombre de personnes formées. Le troisième objectif, c'est d'améliorer l'environnement et les conditions de travail. Évidemment, la période Covid a été une période d'intense mobilisation. On parle évidemment de travailleurs de première ligne qui se sont retrouvés au plus près du risque. Et aujourd'hui, on est encore dans le contre-coup de ça. Je ne sais pas si on a complètement mesuré ce que ça voulait dire en termes d'accompagnement de ces professionnels dans la durée. Donc on sait qu'on a eu des démissions, des départs, où parfois les gens n'ont pas complètement rompu le lien, mais en tout cas se sont mis en retrait, etc. Ils vont, je l'espère, revenir, et une partie reviennent déjà. Mais c'est vrai qu'il faut absolument qu'on travaille sur cette qualité de vie au travail, sur ces conditions de travail. On pense souvent, quand on pense accident du travail, maladie professionnelle, je ne sais pas, mais vous êtes évidemment des personnes renseignées, mais on pense à l'ouvrier du bâtiment, par exemple, qui va tomber d'un échafaudage, se faire très mal, on pense aux cordistes, etc. Mais on ne pense pas aux aides-soignantes. Mais c'est la profession qui subit le plus fort taux de sinistralité en France. Donc celles qui prennent le plus de risques au travail pour leur santé, c'est les aides-soignantes. Voilà. Donc il faut évidemment qu'on travaille là-dessus, puisque si on veut maintenir les personnes dans leur poste, promouvoir les carrières longues et qui s'allongent, il faut préserver le capital santé de ces personnes-là, les aider, et puis aussi faciliter les reconversions ou les changements de métier au cours de la vie. Puisque les professionnels de santé, même s'ils ont du sens dans leur métier, ils sont comme tous les Français, ils n'ont pas forcément envie de faire la même chose pendant 40 ans. Donc il faut faciliter les reconversions, mais aussi faciliter le passage d'un métier à l'autre dans le secteur de la santé. On a historiquement des professions qui sont organisées de façon assez rigide, autour évidemment de la primauté de l'exercice médical. Donc, vous savez, les autres professions paramédicales se sont définies autour de ce qu'était la médecine. Le passage d'un métier de la santé à un autre est très difficile et assez rare en réalité. Donc ce que nous souhaitons faire, nous, par exemple, c'est d'accélérer les parcours de formation des aides-soignants vers le métier d'infirmier, reconnaître quand on a travaillé 10 ans, 15 ans en tant qu'aide-soignant, qu'on a acquis des savoir-faire et des compétences qui permettent peut-être de ne pas refaire 3 ans d'études complètes pour devenir infirmier, mais peut-être 2. Voilà. On veut aussi ouvrir les possibilités pour la reconversion dans les filières médico-administratives qui existent bien sûr. Alors c'est plus facile quand on travaille dans un hôpital où il y a beaucoup de possibilités que quand on est en libéral, mais bon voilà. Et puis on veut aussi s'adresser aux médecins qui aujourd'hui veulent pouvoir au cours de leur vie avoir plusieurs vies dans une vie, voilà, travailler peut-être dans le public, dans le privé, parfois les deux en exercice partagé. Donc, ce qu'on souhaite nous continuer à accompagner, y compris à ouvrir pour d'autres professions encore un peu plus, par exemple les sages-femmes. Donc, avoir un mix d'exercice libéral, d'exercice salarié, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi de changer de spécialité médicale. Donc, on a mis 7 ans
pour arriver à mettre en œuvre la réforme qui a été prévue dans la loi de 2016 portée par Marisol Touraine qui permet de changer de spécialité médicale. Et cette année, nous avons publié les premiers arrêtés qui ouvrent des postes pour permettre aux médecins de changer de spécialité. Donc, ils vont repartir un peu à l'université. Ce qu'ils savent déjà faire, eh bien, ils seront exonérés de cette partie-là de leur formation et puis ils apprendront ce qu'ils ne savent pas encore faire. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est favoriser cela. C'est-à-dire, nous, on pense vraiment que la diversification des expériences et des modes d'exercice, c'est un facteur de motivation extrêmement important et de fidélisation, évidemment. Et puis enfin, nous travaillons sur la reconnaissance des suggestions, comme on appelle, enfin en tout cas des contraintes d'exercice spécifiques liées à la continuité des soins. Vous le savez, un service d'obstétrique, de gynéco-obstétrique, voilà, de réanimation, d'urgence, ça ne ferme pas. Donc il faut travailler la nuit et le week-end. Et c'est pas forcément très populaire comme concept. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a un vrai décroché. Là, je vais parler vraiment pour la fonction publique hospitalière. Je sais qu'il y a des représentants d'autres secteurs qui m'ont interpellé tout à l'heure. Donc voilà, on essaye évidemment d'avoir une approche globale. Mais aujourd'hui, la reconnaissance de ces contraintes-là n'est pas suffisante quand on le compare tout simplement en convention collective de la grande distribution. Hein. Ça n'a rien à voir. Vous regardez ce que perçoit une infirmière quand elle travaille la nuit par rapport à ce que perçoit un cariste quand il travaille la nuit dans un entrepôt, etc. Ça n'a rien à voir. Donc nous, on souhaite remettre à niveau ce niveau de reconnaissance parce que de toute façon, sinon, on n'arrivera pas à maintenir les professionnels ou en tout cas suffisamment de professionnels en poste pour garantir la continuité des soins. Le dernier chantier, vous avez peut-être entendu le président de la République l'évoquer début janvier dans ses vœux aux professionnels de santé. Ça touche bien sûr à l'organisation de l'hôpital et des services, donc la déconcentration de la décision à l'hôpital, le fait que les professionnels de santé se sentent partie prenante d'un projet, qu'on ait aussi une organisation administrative assouplie, allégée, qui permettent d'avoir des lignes des décisions peut-être plus courtes et qui permettent aux professionnels d'obtenir plus rapidement des réponses à leurs besoins. Ça s'est beaucoup ressorti dans la crise Covid, où vous savez que beaucoup de choses ont sauté, des verrous ont sauté, on a simplifié des choses, des circuits de décision, etc. pour aller vite. Et quand on est sorti de cette crise, eh bien, on est revenu un petit peu dans nos schémas antérieurs. Et donc, bon, il faut peut-être remettre un coup de balancier. Voilà, évidemment, on n'est pas en crise Covid, donc on n'est pas tout le temps dans une gestion de crise, mais redonner des marges de manœuvre et puis le sentiment pour les professionnels de santé d'être écoutés dans les structures dans lesquelles ils travaillent, de pouvoir participer à la décision et de porter des projets au bénéfice des patients. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je vous souhaite une très belle table ronde. Je vais y assister, je vais écouter ce que vous avez à dire sur le sujet. Voilà, merci beaucoup. Merci Cécile pour cette introduction si justement amenée. Vous l'avez souligné, les soignants sont une profession indispensable à la société. Mais voilà, on le sait tous, ça n'attire plus, ou beaucoup moins qu'avant. Aujourd'hui, pour ne parler que d'elles, ce sont 20% des personnes en études d'infirmières qui abandonnent la formation avant même d'être entrées sur le marché. Il y a quelques jours, une expérimentation de CDD multi-remplacement a été réintroduite, notamment posée pour le secteur du médico-social, pour venir embaucher une personne qui aurait un rôle pivot et viendrait remplacer plusieurs postes vacants. C'est simplement une preuve supplémentaire de la crise à laquelle fait face le secteur. Aujourd'hui, je vais demander à 4 intervenants de la table ronde de venir me rejoindre pour évoquer les solutions face à cette désertification des soignants. Alors pour commencer, peut-être un rapide état des lieux. Vous, Laurent, à l'hôpital Saint-Joseph, dont vous êtes le DRH, vous avez lancé une sorte d'étude des causes de départ des différents soignants. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce panorama rapidement ? Oui, alors juste avant de démarrer, je souhaite aussi un modérato sur le déficit d'attractivité de la filière. Hein. Clairement, pour donner quelques chiffres optimistes, nous avons recruté 540 CDI en 2022. Donc
Donc 540 sur un effectif de 4000 personnes, effectivement, c'est un chiffre important. Pour autant, il y a effectivement des problèmes de volatilité, c'est-à-dire qu'on a un taux de turnover qui est élevé dans notre filière d'activité. Alors, on a cherché à mieux comprendre, à mieux caractériser pourquoi les gens partaient. Parce que c'est vrai que si on écoute les représentants du personnel, ils vont vous donner un prisme sur le côté salarial. Donc on a souhaité objectiver et partir encore une fois du terrain et de la voie du terrain. Bon. Ce qu'on voit comme grande tendance, c'est le fait qu'on est dans le post-Covid, avec toujours cette aspiration pour beaucoup de personnels soignants à partir en province, pour mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Le coût de la vie à Paris, par exemple, est effectivement un vrai sujet. Et vous verrez d'ailleurs dans les dispositifs qu'on a mis en place, on vise à les accompagner. Donc ça, c'est première tendance, c'est plus de 40% des personnes qui partent pour effectivement aller en province. Deuxième source de départ, c'est le fait d'avoir plusieurs vies, hein, comme je l'ai entendu précédemment. Donc le souhait de reconversion dans une autre activité, soit dans la santé en tant que libéral, soit sur des modes d'activité beaucoup plus souples, type vacation intérim, ou bien une reconversion professionnelle complète sur une autre activité qui est variable en fonction des personnes. Donc ça, c'est la deuxième grosse tendance. Et puis la troisième grosse tendance, c'est les conditions de travail qui sont liées effectivement au sous-effectif chronique dans lequel on est. Quand bien même nous offrons un cadre de travail plutôt agréable sur nos établissements, avec des moyens matériels qui ne posent pas de problème, les conditions de travail, c'est aussi le fait que dans les ratios d'effectifs, on n'offre pas nécessairement toujours les meilleures possibilités d'activité, avec beaucoup de patients à s'occuper en salle, ou effectivement des débordements d'horaires au bloc, etc. Et ça, c'est vrai que quand on a une vie familiale, le fait d'avoir des horaires qui soient assez cadrés, c'est quand même une aspiration profonde des gens, parce que derrière, il y a les enfants à aller chercher, parce que derrière, il y a les activités des uns et des autres, et encore une fois, il y a toutes les aspirations personnelles qui peuvent se greffer autour de cela. Donc, le sujet, c'est la désorganisation liée au sous-effectif chronique auquel nous vivons. Voilà. Donc, les trois principales tendances. Merci Laurent. Est-ce que Florent, vous rejoignez Laurent? Vous êtes donc le CEO de Brigade. Au cœur de ces problématiques, quel est votre constat? Bonjour à tous et à toutes. Oui, le constat il est très partagé. Je pense qu'il n'y a pas de débat aujourd'hui. Il y a des bonnes nouvelles, heureusement. Après, il y a plein d'enjeux. Moi, je voulais souligner la justesse du discours de Madame Lambert en introduction. C'est la première fois que j'entends un discours aussi ouvert sur le sujet. Ça fait plaisir, que ce soit sur les passerelles entre les métiers, que ce soit sur les différents modes d'exercice de son métier, de son travail. Et je pense que la solution, en fait, elle se trouve là. Ce que je dis souvent, c'est que l'attractivité d'un métier, c'est trois composantes. La première, c'est la rémunération, qui est quand même un vrai sujet, où il y a des fortes inégalités entre on en parlait, entre différents secteurs, le privé, le public, le monde associatif. Et donc ça, c'est la première composante. La deuxième composante, c'est les conditions de travail. Pareil, on en a parlé, qui sont des métiers, on est sur des métiers qui sont des métiers physiques. On a tendance à pas y penser, des métiers difficiles. Et le troisième, c'est l'évolution. Et donc vous l'avez très bien souligné tout à l'heure. Le problème aujourd'hui, c'est quand on est, et j'ai la chance, en tout cas l'opportunité d'avoir beaucoup d'exemples dans ma famille, quand on est aide-soignant, quasiment jusqu'à la fin de sa carrière. Quand on est infirmier, c'est exactement la même chose, et quand on est médecin, c'est pareil également. Et aujourd'hui, c'est très peu perméable, on va dire, entre les différentes professions, et c'est un grand souci. Et ce que je rajoute souvent après avoir dit ça, c'est que, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est pas un sujet santé. C'est un sujet de travail, en fait, qui est beaucoup plus large. Brigade, nous, on est, d'ailleurs, historiquement, on est plutôt actifs dans le monde de la restauration, avec une vision sur l'ensemble des métiers qu'on appelle, je
j'aime pas trop cette expression, mais c'est les cols bleus qualifiés. En tout cas, c'est ces métiers passion où il y a un savoir-faire, il y a des formations, mais on travaille avec ses mains. Donc ça, c'est les métiers c'est les métiers qu'on a envie de valoriser. On est d'ailleurs, et vous l'avez, je pense, sur vos fauteuils, entreprise à mission. Donc vous avez un rapport de mission qui est notre premier rapport de mission qui montre l'impact de notre activité. Donc on a à cœur de valoriser, de revaloriser ces métiers-là pour redonner de l'attractivité aux industries qui sont concernées. Donc c'est pas du tout un sujet santé, en fait. On le constate dans la restauration, c'est les mêmes enjeux. On le constate dans l'éducation, on n'est pas encore présent, mais c'est exactement les mêmes enjeux. On le constate dans la construction, on le constate sur certains métiers dans la logistique. Donc en fait, ce qui est remis en cause, c'est notre façon d'exercer nos compétences, c'est la conciliation avec une vie personnelle où il n'y a plus forcément les mêmes attentes, la conciliation avec la maternité, avec la paternité, avec des besoins de formation tout au long de sa carrière, et l'envie potentiellement d'avoir des activités soit successives qui sont différentes, soit même en parallèle qui ne sont pas les mêmes. Donc il y a tout ça qui vient se mélanger. Il y a un secteur qui a plutôt bien fait la transition, c'est le secteur des nouvelles technologies, tout ce qui touche au numérique aujourd'hui, qui est très ouvert aux nouvelles formes de travail, qui sait faire collaborer des personnes qui travaillent en permanence dans l'entreprise et des personnes qui sont là ponctuellement, qui peuvent avoir du coup une autre activité à côté. Donc c'est tout ça en fait qui vient s'entrechoquer, et donc des industries comme le sanitaire, le médico-social, la restauration sont en train de faire leur mue. Moi je suis pas du tout inquiet. Je pense qu'on va y arriver. Il y a des bonnes nouvelles, même si en effet les formations sont un peu vides, même si les 20% des infirmiers quittent leur formation avant la fin de la formation. Je parlais d'un chiffre tout à l'heure que je lisais ce matin, c'est que 50% des infirmiers, c'est même pas qu'ils ne recommandent pas leur travail, c'est qu'ils le déconseillent. Aujourd'hui, voilà. Tout ça, c'est à reconstruire. Donc c'est un sujet de valorisation à la fin, mais je suis persuadé qu'on va y arriver. Il y a plein d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Vous le soulignez tous les deux, l'importance de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Dans chacune de vos structures, vous proposez des solutions à cet égard. Guy, peut-être pour commencer, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, il y a beaucoup d'éléments. D'abord, il y a un élément important, et c'est peut-être pour reprendre ce que disaient mes deux collègues. D'abord, il faut... La pénurie, elle est pas, c'est pas quelque chose de fatal, et nous, on va de plus en plus vers des départements, des populations, en particulier les jeunes, qui ne connaissent pas nos métiers. Je crois que Mme Lambert le soulignait. On a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les métiers du soin, et donc on essaye d'aller vers les quartiers prioritaires de la ville, etc., pour essayer de faire venir des jeunes vers ces métiers-là. Et on a ouvert du coup un centre de formation, et on a aujourd'hui recruté 500 alternants, on va aller jusqu'à 1000. Donc on est vraiment sur la mobilisation de ces jeunes qui, pour certains, ne savent pas du tout vers quel métier aller. Donc là, on a vraiment, c'est pour rebondir un peu sur vos propos. Après, évidemment, il y a nous, on a à SOS, en tout cas le groupe SOS Santé, qui est une des 8 branches du groupe. On a des hôpitaux qui sont très différents des vôtres, que ce soit le public ou Saint-Joseph, qui est comme nous un hôpital associatif, un groupe associatif. On a des hôpitaux de taille petite ou moyenne. Ce qui peut être aussi intéressant et attractif, parce que du coup, on n'a pas une organisation, et pardon, c'est pas contre la PHP que je dis ça, mais j'y ai bossé 20 ans, donc voilà, j'aime beaucoup. Et c'est grâce à la paix que je me suis formé. Mais on a des hôpitaux dans lesquels la hiérarchie, ou en tout cas la relation entre le directeur et le brancardier, l'aide-soignant, etc., est assez rapide et assez concrète et quotidienne. Donc ça déjà, dans le lien dans un établissement, je trouve que c'est relativement important. Après, on a des hôpitaux, soit qui sont très récents, soit qui sont très anciens, qui ont vécu de grandes difficultés pendant des décennies. Et donc on essaie d'y impulser avec les syndicats, avec les accords qu'on peut négocier, du passage vers les hôpitaux de jour. Alors en chirurgie, c'est très connu. En médecine, ça reste quand même dans certains hôpitaux de territoires relativement reculés encore des choses à développer. Et ça peut permettre à des gens qui cherchent à pas bosser la nuit, à pas bosser le week-end, d'avoir des temps de travail qui sont ceux de leur conjoint, de leur conjointe ou de leur famille, parce que c'est vrai que le boulot de nuit et de week-end, quand on a 40, 45 ans, ça peut commencer à être épuisant avec la charge émotionnelle et la charge de travail.
Et puis on essaye de mettre autour ou dans l'hôpital des services qui peuvent permettre au personnel d'avoir là aussi une baisse en tout cas une amélioration de leur vie quotidienne. Donc on est en train d'ouvrir des crèches, ce qui n'est pas toujours facile dans des départements qui sont parfois reculés. Parfois ce sont des micro-crèches, donc c'est des crèches de 9-10 berceaux, c'est pas forcément des usines à bébés, pardon pour le terme. Vous avez vu que depuis 8 jours on parle beaucoup des crèches privées lucratives, donc je le rappelle que nous on est dans un monde associatif, et ça aussi ça peut attirer du monde. Le fait qu'on soit dans des établissements où on a des valeurs qui sont vraiment des valeurs d'abord de laïcité, ça c'est important à dire, et puis aussi des valeurs de zéro reste à charge, d'accueillir tout le monde, d'accueillir tous les publics, ce qui n'est pas toujours évident dans certaines zones que je ne citerai pas. Voilà, donc on essaye de mettre en place des choses très concrètes. Évidemment, tout ce qui tourne autour des salles de repos, alors on essaie de faire en sorte qu'on n'ait pas des salles de repos classiques qui sont en général une kitchenette, quoi. Et donc on a même fait travailler 2 de nos collègues sur ce qu'est une salle de repos de demain. Et donc elles sont venues avec un plan où il y avait carrément des lits doubles. Donc j'ai dit bon, des lits doubles c'est quand même chaud, attention à ce que vous faites, on va avoir des problèmes. Mais en tout cas on est en train vraiment de retravailler sur tous ces aspects-là et de tout ce qui peut se passer dans l'hôpital et évidemment à l'extérieur de l'hôpital. Et puis il y a un autre élément qui est très important pour nous. Je le disais au début, on a 8 grands secteurs. On travaille sur des champs très différents. Je vous ai parlé des hôpitaux, on a des maisons de retraite, un peu plus de 100 établissements. On a des dispositifs tournés vers le handicap, les addictions, la santé précarité. On a, je vous ai parlé des crèches, etc., etc. Et donc l'idée aussi, c'est de permettre à nos salariés de pouvoir passer ces ponts-là et d'aller d'un secteur à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut bosser dans un hôpital 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais à un moment donné, on a peut-être envie de bosser dans un foyer qui accueille des handicapés psychiatriques ou qui travaillent sur l'addiction. Et donc, on essaye de leur permettre de faciliter ces ponts-là. On a des aides-soignants, des infirmiers qui peuvent même, parce que la réglementation est beaucoup moins compliquée que dans les hôpitaux, qui peuvent par exemple prendre des postes de chef de service ou de directeur. Voilà, puisqu'on n'a pas les mêmes nécessités de diplôme et qu'en tout cas la formation et les VAE nous permettent de faire passer certains salariés dans des postes de direction, ce qui n'est pas possible à l'hôpital parce qu'on reste quand même dans des formations de niveau en général assez élevé, même si on a une directrice qui a été aide-soignante dans le temps, mais c'est quand même encore assez peu représentatif. Florent, vous, comment est-ce que vous contribuez à l'équilibre vie pro, vie perso, tant pour les freelances au sein de Brigade que pour les autres soignants en poste? Alors, peut-être pour réexpliquer, donc, Brigade, on est un outil qui permet à soit des libéraux en effet ou des freelances de manière générale sur les autres métiers de choisir leurs prestations. Donc on a des établissements de l'autre côté qui viennent proposer des prestations, qui ont des besoins, et je pense que vous le savez, soit de renforts ponctuels, soit pour pallier quand même à des difficultés de recrutement, et donc qui font appel à des prestataires externes pour réaliser cette prestation. Aujourd'hui, ce qu'on voit, donc, c'est qu'il y a des gens qui veulent travailler comme ça, qui ne souhaitent plus être salariés, mais qui, en même temps, veulent continuer à garder un lien avec l'entreprise. Ça, c'est important. Ils ont envie de continuer à travailler avec une équipe, donc pas forcément d'aller à domicile, par exemple dans notre cas, continuer à travailler dans un établissement, mais à leur compte. Et donc ça, c'est une vraie demande qui leur permet de choisir leur rythme, leur rémunération, de ne pas travailler tel ou tel jour pour des contraintes qui en fait ne nous regardent pas vraiment. Donc ça, c'est une vraie demande. De l'autre côté, il y a aussi des équipes en place, qui sont des équipes qui sont sous pression, sous tension et qui ont besoin de souffler. Et donc l'apport ponctuel de personnes externes, enfin de personnel externe, leur permet en fait de regagner du temps, d'avoir un jour off à ce moment-là ou autre. Il y a aussi, ça on ne met pas assez en avant, le fait de faire venir d'autres cultures, en fait, d'autres façons de travailler. Ça c'est quelque chose qui est très compris par les personnes qui ont fait ce choix en fait de regagner en liberté dans leur carrière,
qui disent en fait moi du coup je vais travailler dans plusieurs établissements différents, donc j'apprends beaucoup plus vite. En fait, je me forme beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, ça soulève la question de tu en as parlé, la validation des acquis, de comment on vient certifier en fait ces compétences, ce savoir-faire en plus qui est emmagasiné par le talent, par la personne. Et ça, malheureusement, c'est pas encore assez perçu par les entreprises ou par les structures qui accueillent ces personnes, qui en fait, en faisant tourner du personnel externe, s'enrichit également d'expériences passées, de façons de travailler différentes, et donc ça vient soulever en fait tout le besoin de comment on fait collaborer en fait ces équipes internes avec des personnes externes. Donc en fait, il y a tout ça qui vient, ce que je disais au début, en fait, qui vient s'entrechoquer, qui vient se mélanger. Je comprends que ça soulève plein de questions, et évidemment, notre vision n'est pas du tout de dire tout le monde doit être indépendant, tout le monde doit être libéral. C'est pas du tout ce que je suis en train de faire passer comme message. Le message est plutôt de dire il y a une multiplicité des formes de travail qui aujourd'hui il faut reconnaître, il faut accepter, et c'est comment on les fait collaborer ensemble, comment on les fait même se cumuler, comment on peut être par exemple en CDI quelque part libéral à côté. Voilà, c'est tout ça qui est en train de se redéfinir et qui va participer en fait de la revalorisation du secteur, qui fait que, parce qu'il y a un sous-jacent dont on parlait, c'est qu'en fait c'est en tension. En fait, on manque de personnes. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on prend d'un côté, en fait, on l'enlève un petit peu de l'autre, et donc ça provoque encore plus de tension et des frustrations. Ça, c'est pas la vision à long terme. À long terme, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est redorer l'image du secteur, réattirer plus de talents dedans, et qu'en fait, ces différents modes de travail viennent se compenser les uns les autres. Florian, vous faites partie de la direction des ressources humaines de la PHP. Quelles sont vos clés pour un meilleur équilibre entre vie pro et vie perso? Alors, juste, je précise, puisque tout à l'heure on disait le public d'un côté, l'assistance publique, c'est si je représente le public, les gens vont hurler, parce que l'assistance publique c'est très spécifique, une structure très grande, avec 38 sites, 100 000 personnes, donc comparé à un centre hospitalier général, même des CHU, j'allais dire lambda, il faut faire attention, et les solutions qu'on propose, elles sont spécifiques au sujet de l'assistance publique, et ça rejoint un des sujets. Juste si je peux reprendre sur la définition. C'est, à mon avis, il ne faut pas standardiser. Les problèmes ne sont pas les mêmes en fonction des régions, en fonction des structures. Et en Ile-de-France, tout à l'heure on a parlé du coût de la vie, le logement, etc. Ça n'est pas la même chose quand on va dans d'autres métropoles en France. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et en fait, on ne va pas avoir un catalogue de solutions qui vont permettre de régler tous les problèmes. Clairement, il faut le dire, ça n'est pas possible. Et juste si je peux reprendre sur le sujet de la pénurie qui a été introduit tout à l'heure, en fait, à mon avis, ça n'est qu'une normalisation en fait, du secteur de la santé par rapport aux autres secteurs. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve dans une situation où, effectivement, c'est difficile de recruter, même si, je pense, j'y reviendrai, mais c'est pas aussi difficile qu'on le dit. À mon avis, le sujet est plus sur la fidélisation. Mais il faut avoir en tête quand même que c'est pas le secteur de la santé d'un côté, même s'il y a des difficultés, etc., c'est pas le secteur de la santé tout seul versus un monde du travail qui serait totalement différent. Donc ça, à mon avis, c'est très important. D'où le fait que cette normalisation, elle doit emporter un certain nombre de transformations. Quand on est dans une DRH, et moi je suis jeune DRH, hein, je parle pas avec des dizaines d'années d'ancienneté, mais ce que je vois, c'est que les DRH hospitalières, elles sont pas nécessairement prêtes à ces évolutions. Finalement, se vendre, avoir des fonctions recrutement, par exemple, bien structurées, avoir une partie communication RH, c'est pas naturel dans une DRH hospitalière publique. Après, privé, je sais pas dire, mais il faut l'avoir en tête. Et finalement, je pense que une conséquence immédiate, c'est qu'on sait pas bien vendre ce qu'on fait. Vraiment, quand j'entends certaines choses de la fenêtre de l'AP qui est spécifique, je ne suis pas tellement d'accord quand on dit, par exemple, que quand on est aide-soignant, en fait, c'est assez cloisonné, qu'on est infirmier, c'est assez cloisonné, etc. En fait, dans la fonction publique hospitalière et à l'assistance publique en particulier, ce n'est pas vrai, puisqu'il y a des dispositifs comme la promotion professionnelle, où on a un niveau de départ en promotion professionnelle. Pour donner un ordre d'idée, il y a 1800 personnes qui bénéficient de la promotion professionnelle chaque année à la PHP. 1800. C'est des personnes, des aides-soignants qui vont devenir infirmiers, des infirmiers qui vont devenir infirmiers spécialisés, voire cadres, infirmiers de pratique avancée, etc. Et ça, le dispositif, juste pour préciser, ceux qui peut-être ne connaissent pas, ça veut dire qu'on vous maintient votre rémunération pendant vos années d'études et on vous paye vos frais de scolarité et d'inscription. C'est concrètement un investissement à peu près à 200 000 € pour un aide-soignant qui devient infirmier. 200 000 €. Ouais.
Donc ça, ce sont des efforts qui sont majeurs, c'est-à-dire qu'on construit quelque part des perspectives pour les professionnels. Quand on parlait de fidélisation, oui, à mon avis, on fait plus 40 ans d'infirmiers, on fait plus 40 ans d'aides-soignants, etc. Mais c'est pas notre intérêt. En fait, quand on recrute des aides-soignants, à mon avis, l'intérêt, c'est de leur dresser des perspectives pour ceux qui ont envie de s'inscrire dans le temps dans l'institution en se disant, si vous voulez devenir infirmier, passez le concours, on va vous accompagner, on va vous financer. Et quelque part, évidemment que l'assistance publique, on va récupérer des infirmiers, donc on capitalise sur, tout à l'heure on parlait des talents de demain, en se disant, les professionnels de demain, on les a déjà chez nous, mais ils ont un autre niveau de qualification. Donc c'est, à mon avis, juste pour reprendre, c'est vraiment le côté mettre en avant ce qu'on fait de bien. Il y a plein de choses à améliorer, mais il y a plein de choses qui existent déjà, et sur lesquels il faut capitaliser. C'est vraiment très important, à mon avis, de retrouver un discours qui donne une certaine fierté de venir dans le monde de la santé, de venir à l'hôpital public. Florian nous parle de fierté, de fidélisation. Laurent, vous, à l'hôpital Saint-Joseph, donc comment est-ce que vous assurez ça ? Alors, la fierté d'appartenance, je pense qu'elle passe d'abord par rapport au rayonnement que dégage effectivement l'institution dans laquelle vous travaillez. Et clairement, aujourd'hui, si vous regardez le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, donc qui est la combinaison de 2 établissements, Paris-Saint-Joseph et le Plessis-Robinson Marine-Langue, ce sont 2 établissements qui sont classés parmi les 100 premiers mondiaux. Donc c'est une offre de soins de qualité, avec, encore une fois, j'insiste, sans dépassement d'honoraires. Donc c'est l'accès du soin à tous. Et ça, c'est déjà une philosophie, c'est déjà des valeurs que l'on veut faire partager effectivement à nos collaborateurs. Le deuxième sujet, la fierté d'appartenance, ça passe aussi sur la capacité à être acteur de son organisation. Ce que je disais tout à l'heure, qu'on travaille sur ce que l'on a constaté dans les interviews des gens qui sont partis chez nous, et donc les conditions de travail. Et là, je nuancerai un peu le propos de mon voisin de droite. Aujourd'hui, ce dont souffrent nos personnels soignants, c'est la volatilité des personnels dans les équipes. C'est le fait que ça tourne. C'est aussi bien sur la partie CDI, c'est le fait qu'il y ait des vacataires, des intérimaires qui ne sont pas ancrés effectivement dans les équipes, qui ne connaissent pas les process, qui ne connaissent pas bien les standards, qui ne connaissent pas forcément les singularités de nos services. Et donc ça crée un stress permanent pour nos collaborateurs. Donc notre objectif, clairement, et d'ailleurs je peux vous dire qu'on a terminé le cycle de négociation annuelle obligatoire sur les salaires 2023. Nous aurons un accord majoritaire d'ailleurs, ce qui est une rupture. L'objectif, c'est de sédentariser les personnels. Alors sédentariser les personnels, ça veut dire faire en sorte qu'on les aide dans le logement, puisque je vous ai dit qu'effectivement c'était un vrai sujet, on ne va pas pouvoir ramener la province sur Paris, donc l'objectif c'est de faciliter l'accès au logement. On est une fondation, donc avec un parc immobilier qui permet d'accueillir les gens qui viennent hors d'Île-de-France, ou de se rapprocher pour celles qui sont à plus de 2 heures de Paris. Ça passe aussi par rapport à la crèche, mais ça j'y reviens pas parce que c'est un outil qui est utilisé par beaucoup d'établissements, mais sachez que c'est une lame de fond, on n'est vraiment pas sur du cosmétique. C'est un vrai sujet aujourd'hui de préoccupation, notamment chez les jeunes que l'on recrute. C'est comment effectivement avoir cette vie de famille et concilier avec les horaires aussi un peu atypiques que l'on a dans nos établissements. C'est aussi de participer sur son organisation du travail, c'est ce que je disais en premier lieu, à travers une manifestation qu'on a lancée déjà il y a 2 ans, qui s'appelle le Forum des organisations innovantes, où chaque collaborateur peut présenter des initiatives individuelles et collectives de rupture dans les organisations du travail. Partager des bonnes pratiques et montrer qu'il peut être acteur du changement sur son organisation au quotidien. Le progrès, il vient du terrain. Ça veut dire qu'évidemment, on est dans des organisations, vous imaginez bien qu'avec 4000 personnes, il y a toute une technostructure d'organisation, mais pour autant, il faut laisser des poches de respiration au personnel pour leur montrer qu'ils sont capables de façonner aussi leur quotidien, et donc de montrer les initiatives qu'ils peuvent mettre en place, de les partager pour les transversaliser. Ça fait partie aussi des choses qui permettent de rendre fiers les collaborateurs à l'institution. Et puis ensuite, je terminerai sur ce sujet qui a été évoqué par mon voisin de gauche, c'est offrir
des passerelles de mobilité dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Là aussi, certes, il y a les formations initiales telles qu'on les a vues avec les établissements ici, FAS, etc., les écoles d'IBOD ou d'IAD, mais il y a aussi cette capacité, parce que je rappelle qu'on dégage quand même 5 millions d'euros par an en termes de formation, donc plus de 3% de la masse salariale, pour accompagner les personnels qui souhaitent changer de métier, parce que c'est clair qu'aujourd'hui l'emploi à vie s'est terminé et que les gens ont besoin de vivre des expériences collaborateurs, comme on aime bien le dire, et c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, les gens sont moteurs de leur mobilité, et c'est un changement de mindset, y compris dans la culture des médecins, qui aiment bien voir leur petite structure fidèle, et il faut qu'on s'adapte aussi à ces nouvelles aspirations individuelles de mobilité de services, et pour ça la fonction RH est bien sûr au premier chef dans le dispositif pour développer ces passerelles et participer à la sédentarisation, à la fidélisation des personnels, parce que clairement l'objectif, même si on ne va pas garder 30 ans nos personnels, déjà si on arrive à les garder 10 ans, on aura un bon retour sur investissement. Alors c'est très clair, vous prenez finalement une pérennité des personnels également parce que vous êtes un hôpital bicite. Toutefois, la question de faire cohabiter différents types de contrats ou différents contrats ou de nouveaux types de contrats se pose. Vous, Florent, quel est votre avis ? C'est bien, c'est une table ronde, il faut qu'on débatte un peu. Je suis pas d'accord, en fait. Je comprends que ça soulève des questions. Ce qui aujourd'hui stresse les équipes, c'est le manque de personnel, quand même, dans le fond. Et c'est parce qu'il y a ce manque de personnel qu'il y a peut-être un appel trop massif du personnel externe et qui peut venir, j'entends dans certains cas, peut-être pas perturber, mais ralentir le fonctionnement d'un service. Donc ça, je suis d'accord. Mais on peut pas, je trouve que c'est bizarre dans le même discours de dire il faut favoriser la mobilité d'un côté et de l'autre côté dire il faut surtout pas trop que ça bouge parce que ça perturbe les équipes. Moi, ma vision, elle est claire. C'est les entreprises, les associations, le public doit tout faire pour avoir le personnel nécessaire en CDI. Ça, je suis 100% d'accord. Le fait est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent soit plus travailler comme ça, et puis après, il y a des variables de vos côtés qui font, ça peut être des arrêts maladie, des congés, des pics, une variation dans l'activité, qui fait que vous aurez besoin de faire appel à des prestataires externes. Et ce qui est amusant, c'est que, et là, on retombe un petit peu dans ce travers qui est de dire, nous, c'est pas pareil, nous, la santé, on est différent. Non, nous, et je prends vraiment notre exemple en tant qu'entreprise, quand on a un ou une freelance qui vient travailler avec nous ponctuellement, ça stresse pas nos équipes, au contraire, ils sont contents d'avoir une personne supplémentaire qui vient apporter des compétences ponctuellement sur un sujet particulier ou parce qu'il nous manque quelqu'un en interne pour le traiter. Et donc la question, c'est pas est-ce que c'est bien ou pas bien, c'est de toute façon ça va s'imposer, qu'on le veuille ou non, c'est comment on fait pour mieux collaborer ensemble. Et donc je comprends que ça pose plein de questions du côté des entreprises ou des structures d'accueil, mais il faut le mettre en place en fait. Il faut que la personne qui arrive, qui a fait le choix de travailler à son compte, libérale ou indépendante, elle est consciente en fait de ce besoin d'adaptation. Elle est consciente d'avoir peut-être arrivé un petit peu plus tôt pour comprendre comment fonctionne le service, où est rangé le matériel, quel logiciel est utilisé. Enfin, il y a toutes ces questions-là qui viennent se poser. Et en fait, c'est aujourd'hui aux intermédiaires, par exemple, comme nous, et aux entreprises qui accueillent, de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc je répète, en fait, ma vision, c'est absolument pas de venir secouer ou déstabiliser un service qui doit être staffé le mieux possible. Et l'entreprise, son rôle, et nous c'est ce qu'on fait pour nos salariés, est de maintenir le plus longtemps possible, de garder le plus longtemps possible les personnes qui sont en CDI chez vous, chez nous, ça c'est essentiel, mais on ne peut pas faire sans ces apports ponctuels et on a un rôle du coup de mieux collaborer, et il y a plein de façons de le faire, mais ce qu'il faut déjà c'est être ouvert un peu sur le sujet, il me semble qu'on en avait parlé, je trouve, nous c'est intéressant, on est actif en Angleterre et en France, et la relation aux prestataires externes n'est pas du tout la même. En France, on est quand même un petit peu fermé aux nouvelles formes de travail. Le sujet travail est quelque chose de très... une vision très paternaliste, en fait. Ce sont mes salariés, en fait. Je les embauche, ils sont à moi. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus marqué dans la restauration que dans la santé. Voilà, il y a ce sujet qui est un petit peu à déconstruire. En fait, aujourd'hui, en fait, une relation qui est relativement déséquilibrée entre l'employeur et l'employé. Et nous, on vient proposer un rééquilibrage
qui soulèvent des questions, qui ont besoin d'être traitées, ça c'est sûr, mais qui participent aussi à la revalorisation du secteur, à la revalorisation des métiers, au fait que des jeunes ont envie de s'engager parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir exercer ce métier-là différemment. Et ce qui compte, c'est de travailler ensemble pour voir comment ça peut se passer le mieux possible. Vous, Guy, au sein du groupe SOS, on évoquait le recours que vous aviez eu par le passé à des infirmières espagnoles. Comme vous devez le savoir, il y a eu une bonne vague. Désormais, ce sont les infirmières libanaises. Comment est-ce que ça se goupille, tout ça ? Ça se goupille comme on peut, mais ça se goupille plutôt pas mal. On est effectivement sur les mêmes sujets que nos collègues. Donc on cherche à recruter. Alors on cherche plutôt à recruter effectivement en CDI. Les CDD, c'est toujours compliqué dans un établissement et dans un service, parce qu'on parle beaucoup d'équipes, mais moi je pense aussi pas mal aux patients. Et quand on est dans des services très pointus, où on a besoin entre collègues d'être soudés, j'allais dire, face aux difficultés en réa, en soins palliatifs, etc., voir en permanence des gens nouveaux arriver parce qu'il n'y a pas assez de personnel, c'est compliqué. Donc l'équilibre, il est à trouver dans tout ça. Mais pour les patients, c'est hyper compliqué d'avoir des équipes en permanence renouvelées et pas construites, parce que le projet, il est quand même dans la continuité. Après, je vous disais, on essaye de tirer la couverture des alternants. On essaye, comme tout le monde, de recruter dans tous les salons possibles et avec toutes les modalités possibles. Et puis, nous, on a un hôpital dans le Grand Est qui est un peu assez caricatural de tous les hôpitaux frontaliers ou transfrontaliers, puisqu'il est à la frontière, il est à 2 km du Luxembourg, et donc, en gros, les infirmières et les soignants préfèrent toucher 2 fois le salaire français et aller bosser au Luxembourg. C'est comme ça, ça ne se juge pas, et même c'est normal de vouloir vivre un peu mieux avec un peu plus de moyens, sauf que dans cet hôpital, on a pratiquement la moitié des lits fermés. Et donc il faut qu'on recrute, parce que sinon, sur une population, sur un bassin de presque 300 000 habitants, il n'y a plus d'hôpital. Et donc on a contacté une école libanaise qui forme des infirmières à double diplôme, donc français et libanais. Alors au début, tout le monde disait « mais vous êtes sûr que la formation est de même niveau, on ne va pas perdre en qualité ». Enfin, les infirmières françaises n'étaient pas ravies. Et puis, on a fait en sorte que ces infirmières soient d'abord très bien accueillies, presque avec un mentor, un tuteur et une équipe qui leur a permis de trouver un logement, qui leur a permis même un regroupement familial, de faire venir leurs conjoints ou leurs enfants sur le territoire. Et on a aujourd'hui une vingtaine d'infirmières qui sont fidèles, j'allais dire, stables, qui ne partent pas au Luxembourg, parce qu'elles ont vu quand même ce qu'on mettait comme énergie à les recruter. Et ces infirmières ont été... là aussi, on a monté avec le CHU de Nancy et avec les hôpitaux de proximité une sorte de petite validation pour être sûr, pendant 3 à 6 mois, elles avaient la qualité requise dans la prise et dans l'accompagnement des patients. Et ça se passe aujourd'hui très bien. Et ça permet à des services de rouvrir. Et voilà. Alors, je ne dis pas que c'est une solution miracle, parce qu'on a sur l'ensemble du territoire une trentaine d'infirmières libanaises. Donc, c'est pas... Voilà. Et puis, l'objectif, il n'est pas de vider le Liban de ces infirmières. Mais en tout cas, il y a une envie de leur part, parce qu'elles sont toutes francophones, comme beaucoup de Libanais, envie de venir en Europe et de venir en France. Et nous, ça nous permet de soigner la population locale. Donc, c'est un double avantage extrêmement important. Après, il y a probablement d'autres idées qu'il faut creuser, mais voilà, il faut avoir beaucoup d'imagination aujourd'hui pour ne pas fermer des services, ne pas fermer des lits et être assez réactif. Recours aux infirmières étrangères, mais également capitalisation sur de nouvelles formules, notamment basées sur le fonctionnement de l'intérim. Florian, c'est ce que vous êtes en train d'expérimenter dans un centre à Bologne. Oui, ça rejoint ce qui a été dit juste avant. C'est intéressant de parler des contrats, des formes de contrats et après des modalités d'exercice.
pas nécessairement d'accord avec le fait que le CDI ou le statut de la fonction publique, ça veut dire une chose qui est assez figée. Je fais mes 7 heures, je fais mes 7h30 et du coup, si je veux une autre modalité d'exercice, je vais en intérim, je vais faire des vacations, etc. Je pense que le statut, pour le coup, je parle le statut de la fonction publique. CDI, ça pourrait être exactement la même chose, même si nous, on fait le choix de recruter au statut. C'est la possibilité de découvrir de nouvelles modalités d'exercice qui rejoignent effectivement des aspirations qui ne sont pas nouvelles, sur l'intérim, sur les vacations. L'intérim, c'est un phénomène qui est quand même très largement sur le PNM, très largement prégnant en Ile-de-France, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. À mon avis, il y a 3 choses. La première, c'est quand même sur la réglementation, et j'en profite du coup pour parler de l'intérim des nouveaux diplômés, puisque c'est une mesure qui a été censurée pour X ou Y raison, mais qu'on soutient à la PHP pour qu'il n'y ait pas la possibilité dès la diplomation d'aller exercer en intérim. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et finalement la troisième est assez liée, c'est comment on construit de nouvelles modalités d'exercice. À notre avis, il y a 2 orientations. La première, c'est sur une sorte de fonctionnement en intérim, c'est-à-dire qu'en fait, on a construit effectivement sur l'équipe de suppléance. On rejoint les sujets de mobilité d'ailleurs, puisque par définition, la suppléance, on va dans les services qui ont de l'absentéisme de courte durée, et donc on ne reste pas dans un service pour une mission longue. On a construit un fonctionnement qui se base sur l'intérim, c'est-à-dire que évidemment qu'il y a une charte de fonctionnement, évidemment qu'il y a un socle de droits et obligations qui est construit, mais ensuite, on a développé une application, c'est très basique, c'est comme l'intérim, c'est dire l'infirmière qui est dans cette équipe de suppléance ou l'infirmier qui est dans cette équipe de suppléance, il reçoit au long cours les missions et dit je me positionne sur cette mission, oui j'ai envie de travailler plus cette semaine plutôt que la semaine prochaine, j'ai envie de faire ce jour férié plutôt que celui dans 2 semaines, j'ai envie aussi de prendre 4 semaines l'été, j'ai envie de prendre les 2 semaines de congé scolaire à tel moment, on se met en capacité de le faire. Donc ça marche plutôt bien, pour le coup, pour recruter, c'est pour le coup beaucoup plus facile et c'est un système qu'on expérimente et qu'on entend déployer dans les autres équipes de suppléance à la PHP, puisque évidemment il n'y a pas que à Ambroise Paré, à Boulogne, où il y a une équipe de suppléance. Ça c'est la première chose, mais ça ne satisfait pas tout le monde et on réfléchit aussi à comment on fait pour avoir un entre-deux entre est-ce qu'on doit tout miser sur d'un côté 7h30 ou de l'autre 12h, et le cas échéant, si ça ne vous convient pas, vous venez pas à l'hôpital public. On se dit non. Et donc on se dit, il faut qu'on arrive à expérimenter de nouvelles modalités horaires. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc on a sélectionné des projets, une trentaine de projets la semaine dernière, qui vont être mis en application dans les prochaines semaines, où on dit on expérimente la semaine à 4 jours. Donc ça veut dire 8h45 ou 9h. Donc ça veut dire je ne travaille que 4 jours et c'est pas avec un système de RTT, etc. C'est vraiment le fonctionnement horaire qui est comme ça. Ou d'autres modèles. Et c'est par exemple des modèles mixtes où on fait 12 heures de jour, 10 heures de nuit, etc. Et donc il y a tout un sujet des directions des soins sur les temps de transmission, l'utilisation des temps de chevauchement, etc. Donc ça veut dire qu'actuellement dans le statut, on est capable de proposer des innovations en termes de temps de travail. Et quand on rejoint le sujet fidélisation, à mon avis, on est en plein dedans. Parce qu'aujourd'hui, en fait, sur la rémunération, finalement, on arrive à peu près au bout de ce qu'on peut faire, parce que le Ségur a fait beaucoup, parce qu'on a des mesures, chacun dans nos types d'établissements, pour augmenter les rémunérations, etc. On a un énorme plan qui est porté en Ile-de-France, par exemple, sur le logement, et à l'AP, on double le nombre d'attributions de logements, donc c'est vraiment très important pour qu'on essaye de compenser le coût de la vie. Mais derrière, il y a le sujet modalité d'exercice. On ne parle pas des évolutions de carrière, mais modalité d'exercice. Et le temps de travail, c'est crucial. Et je pense qu'on va arriver en fait, à se débloquer quelque part mentalement en se disant à l'hôpital public aussi, on peut créer des choses, on peut avoir des modalités d'exercice plus souples qui correspondent aux aspirations et donc garder les gens. Ça ne veut pas dire que on ne va pas les garder 40 ans, clairement. Il y a des gens qui ont envie de retourner chez eux en province ou qui ont envie de changer de profession, etc. Mais ça arrive depuis des dizaines d'années. Il n'y a pas de nouveauté sur ça. En revanche, je pense qu'on peut arriver à ne pas reculer la durée moyenne passée dans un métier, notamment pour les infirmiers. Oui, si on arrive à les garder 10 ans, franchement, l'investissement est plutôt bon et après, on peut leur permettre d'évoluer vers d'autres fonctions. Et c'est aussi notre rôle, que ce soit soignant ou non soignant d'ailleurs, parce qu'on peut aussi réfléchir à des fonctions hors soins pour les soignants aussi.
Juste avant d'évoquer justement la question de la rémunération, quelques mots sur la formation. On en parlait tout à l'heure, ce besoin d'évolution dans la carrière des soignants. Vous, Laurent, qu'est-ce que vous proposez ? Nous, on s'appuie sur les outils classiques. Vous savez, on a un bon sens paysan, donc on a signé un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences avec les organisations syndicales, dans lequel on a défini des référentiels de compétences métiers qui sont plus précis que la convention collective. Convention collective qui est relativement rigide et finalement dans lequel on évolue à l'ancienneté. Là, on peut évoluer dans le métier. Je suis IBOD, je suis IAD ou Manip Radio. J'ai effectivement un niveau d'exigence par rapport à des compétences transversales et par rapport à des compétences techniques. Et donc, à partir de là, on met des points supplémentaires de valorisation, et ce qui permet effectivement de donner cette perspective d'évolution dans son métier pour ceux qui veulent évoluer dans leur métier. Ça, c'est véritablement une force aujourd'hui, puisque ça fait partie d'ailleurs de notre politique salariale. Donc, on a une enveloppe qui est allouée pour faire évoluer les personnels. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on souhaite aussi stimuler ces passerelles de mobilité pour chacun des métiers. Parce que là aussi, on a l'ascenseur social qui fonctionne. On a j'ai eu la connaissance d'un aide-soignant qui est devenu cadre de santé après avoir été fait l'école d'infirmière et être infirmière, donc diplômée d'État. Donc on cherche véritablement à accompagner les collaborateurs dans leurs projets professionnels, dans leur source, leur soif, j'aurais dit même presque d'évolution professionnelle, parce que ça fait partie des demandes et si on ne le fait pas, c'est d'autres établissements qui les accompagneront. Donc autant capitaliser sur ces personnels. Je reviens un petit peu sur le propos, puisque effectivement on est dans ce débat. Bien sûr qu'il faut une variable d'ajustement de personnel temporaire, mais clairement aujourd'hui, on est en train de mourir du système que l'on a généré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on paye plus nos vacataires et nos intérimaires que nos personnels en CDI. Quel intérêt à être en CDI ? Vous êtes en CDI, vous subissez les contraintes de l'organisation, parce que mine de rien, il faut qu'il y ait une continuité des soins. Alors que quand vous êtes vacataire, intérimaire ou freelance, finalement vous choisissez votre planning, vous êtes mieux payé. Mais quel intérêt ai-je à être CDI ? Donc l'objectif clairement, au sein du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, c'est de faire en sorte que les vacataires ne fassent pas plus de 50% du temps d'un CDI. C'est la cible. Parce que sinon, il n'y a plus aucun intérêt à être CDI et on va ubériser le marché de l'emploi dans la santé. Donc il faut restabiliser. On a été dans une drogue douce liée à ce choc de l'offre, où finalement c'est plus intéressant d'être main-d'œuvre flexible que main-d'œuvre permanente. Et ça, c'est clairement cette spirale vicieuse que l'on veut inverser. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été soutenu par les organisations syndicales qui ont signé l'accord, c'est-à-dire qu'on va, plutôt que de payer et plutôt que de donner de la masse salariale aux vacataires, aux intérimaires, on va se reconcentrer, valoriser les heures sup, en les majorant de façon plus importante pour nos personnels CDI, valoriser les gardes, les astreintes, et puis encore une fois, valoriser les référentiels métiers tels que je vous ai évoqués. Guy, vous évoquiez tout à l'heure la création d'instituts de formation. Qu'est-ce que vous faites de plus en matière d'évolution de carrière, tout simplement ? Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que d'abord, on n'a pas de baguette magique. Je crois que c'est... voilà, moi, quand on m'a invité à la table ronde, j'ai dit... ouh là là, quel sujet, comment je vais le prendre et quelle idée innovante amener. On est tous en train de chercher des solutions. Je vous l'évoquais tout à l'heure. Donc déjà, il faut aller chercher les plus jeunes d'entre nous qui ne connaissent pas ces métiers et qui ont envie, même si Parcoursup n'est pas forcément le meilleur moyen de les trouver, et qui ont envie d'aller vers ces métiers. Et plus on en voit et plus on se rend compte de l'intérêt qu'ils portent à ces métiers-là. Après, on est là aussi sur des négociations du temps de travail qui peuvent permettre aussi d'améliorer, d'attirer, parce que les jeunes soignants, ils sont plutôt sur des 12 heures, en tout cas chez nous, que sur des 7h30, et donc ils préfèrent avoir des temps de vie privée plus importants et des temps de travail plus concentrés. Donc on essaye aussi de répondre à ça, et on vient de passer un grand accord national là-dessus. Après, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on essaye de leur faire, de leur montrer à quel point leur métier peut être utilisé
pas uniquement à l'hôpital, mais dans plein d'autres dispositifs dont je parlais tout à l'heure, et en particulier du champ du médico-social, qui est très large et qui est très méconnu en France finalement. C'est-à-dire qu'on connaît les maisons de retraite, on connaît un peu le handicap et encore, mais on ne connaît pas tout le reste. Or, tout le reste, c'est des milliers d'emplois et c'est des sujets hyper riches. Et donc, on fait en sorte qu'ils aillent rencontrer leurs collègues, parfois sur d'autres territoires, même des territoires lointains, puisqu'on a des établissements en Outre-mer, et on essaye parfois, certains ont envie de repartir en Outre-mer, parce qu'ils en viennent. Donc ça peut être aussi un élément important. Et puis on essaye aussi de chercher des financements partout où on peut. Et on a trouvé des financements récemment, par exemple, avec les programmes Erasmus+. Je ne sais pas si vous les utilisez ou pas. Donc c'est des financements européens qui permettent à des professionnels, en particulier là c'est vraiment sur la santé, d'aller rencontrer leurs collègues européens à l'étranger. Donc Erasmus nous permet de payer le voyage, l'hôtel et la rencontre avec les dispositifs. Donc on va bientôt monter 2 voyages, un avec des salariés de nos unités de soins palliatifs pour aller rencontrer leurs collègues suisses, et une autre avec des diététiciennes qui vont pouvoir aller travailler aussi là plutôt sur le nord de l'Europe. Donc voilà, on essaye partout où c'est possible, en écoutant aussi nos autres secteurs d'activité, d'imaginer des choses, alors innovantes ou pas, en tout cas que nous ne connaissions pas sur ces secteurs-là. Et je pense que plus on initiera de projets comme cela, plus on attirera du monde. Et d'ailleurs, dans le programme Erasmus+, l'idée, c'est aussi d'accueillir des soignants, alors c'est pas pour les embaucher forcément, mais de l'étranger, et donc de leur montrer ce qu'on sait faire en France, dans certaines spécialités, que ce soit en diabéto, en uro, etc., et donc d'accueillir des professionnels pour échanger. Et les salariés sont assez friands de ce genre de choses, et on a parlé du projet la semaine dernière. On a déjà 2 équipes qui sont volontaires, et donc ça va se développer sur 3-4 ans, sur les 3-4 ans qui viennent, avec le risque, mais on y fera face, du fait que quand ils vont partir à l'étranger, va falloir trouver des remplaçants à leur poste. Donc voilà, on fera probablement encore appel à l'intérim, mais voilà, donc il faut vraiment essayer de tous côtés de leur montrer, de montrer à nos salariés aussi tous les champs possibles à l'extérieur de l'hôpital. Alors le libéral en général, elles connaissent la ville, parfois elles ont fait des allers-retours d'ailleurs, surtout les infirmières, mais elles ne connaissent pas les autres champs du médico-social, voire du social, dans lesquels il y a du personnel soignant qui intervient, et de façon avec des places extrêmement riches, parce que souvent quand on est un soignant dans une équipe sociale, c'est hyper valorisant, parce que tous les collègues comptent sur ce soignant pour les accompagner sur telle ou telle prise en charge. Ça a été le cas pendant le Covid, c'est le cas avec les addictions, etc., etc. Donc, expérimentation et financement de différentes formations. Florian, je vais peut-être vous faire vous répéter, mais il y a justement tout un plan de formation au sein de la PHP. Alors oui, et j'allais dire c'est finalement dès le début, puisque tout à l'heure on parlait, je fais le choix dès le début d'exercice d'aller exercer en intérim ou avec d'autres formes au cours de la carrière. Je pense que d'entrée, il faut qu'on se pose la question, et c'est ce qu'on a fait, et en fait on a posé la question, parce qu'on a la chance d'avoir 16 par exemple IFSI à la PHP, et donc on a un panel de compréhension des aspirations qui est assez large. On a posé les questions aux délégués et aux étudiants en disant qu'est-ce qui fait que vous avez envie de rejoindre la PHP, qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'y rester. Effectivement, le sujet formation, c'est un sujet prégnant tout particulièrement pour nouvelle génération. Ça rejoint d'ailleurs les sujets de formation initiale, du fait que certaines générations, les générations Covid, mais pas seulement, s'estiment pas nécessairement prêtes à exercer en toute autonomie d'entrée de jeu. Et donc on se dit, nous on va capitaliser sur ça. Alors comment, avec 2 dispositifs qu'on a mis, qu'on va mettre en place là dans les prochaines semaines pour l'un et qu'on a mis en place pour l'autre, c'est désigner des tuteurs. C'est bateau de le dire, mais sanctuariser du temps, confier des missions et et donner une rémunération en échange à des professionnels de santé,
c'est pas quelque chose qui est répandu. Et donc, on met en place 1600 tuteurs à l'échelle de la PHP pour accompagner tant les stagiaires que les nouveaux professionnels. Ça, c'est de se dire, on est en capacité d'accompagner un stagiaire et un nouveau professionnel. Première chose. Et deuxième chose, c'est en fait sur la visibilité pour les stages. Clairement, on se dit, et ça rejoint le sujet dont je parlais tout à l'heure sur l'espèce de normalisation du sujet attractivité. Avant, on ne se posait pas tellement la question. On avait une attractivité naturelle et finalement, les stagiaires venaient à la PHP en se disant « je vais être formé, je vais avoir l'étiquette à PHP, etc. » Aujourd'hui, c'est pas aussi naturel que ça. Et donc, on se dit comment on améliore la qualité globale de la formation à la fin du parcours, par exemple IFSI, et au tout début de la carrière professionnelle. On va mettre en place un label qu'on appelle service apprenant en se disant on prend un référentiel, il y a des règles qu'on doit respecter pour être terrain de stage, mais il y a aussi des aspirations. Pareil, on s'est dit on va se mettre autour d'une table avec les délégués des IFSI en disant quels sont les principaux items, soit qui sont indispensables, soit qui manquent aujourd'hui pour avoir un bon accueil. Et donc on a construit ce référentiel, on va le mettre en place et on va le rendre visible en se disant ce ne sont pas nécessairement les services les plus attractifs qui forment le mieux, qui accompagnent le mieux, et donc potentiellement ce sera gagnant-gagnant. On va mieux former et on va attirer vers des services qui aujourd'hui ne sont pas nécessairement attractifs, des professionnels qui vont dire en fait c'est intéressant d'une part et je suis bien formé d'autre part. Ça c'est au début de la carrière. Après, tout au long de la carrière, on a pas mal de dispositifs et encore une fois on a la chance à la PHP d'avoir un terrain de jeu, si j'ose dire, très important. Donc on mise sur la promotion professionnelle, oui, mais on mise aussi sur la formation continue, et donc on investit plus de 40 millions d'euros par an, quand même, il faut le dire. On finance des diplômes universitaires, on finance des formations courtes, etc., etc. Mais surtout, et ça rejoint le sujet mobilité, nous, on se dit, et on capitalise pas encore assez dessus à mon avis, on a 38 sites. 38 sites, ça veut dire autant de possibilités d'évolution et qui permettent d'acquérir des compétences et finalement, pas de faire de la validation d'acquis au sens réglementaire, mais de développer des choses dans des services différents, avec des pratiques différentes, etc. Ça, c'est très important. C'est pour ça que là, on met en place une plateforme mobilité pour qu'on se dise je signale que j'ai envie de bouger parce qu'on a conscience qu'au niveau information, on n'est pas bon. Là, par exemple, quand on parlait tout à l'heure des aspirations, nous, quand on fait l'enquête sur pourquoi vous partez, certains jeunes professionnels, c'est-à-dire avec moins de 3 ans d'ancienneté, nous disent c'est parce que je ne voyais pas de perspective d'évolution professionnelle. Donc on se dit, vu tout ce qu'on fait, ça nous paraît aberrant. Il faut qu'on arrive à montrer, à avoir une information plus transparente. Et donc, on se dit, il faut qu'on puisse leur donner la possibilité, quand ils cherchent une porte de sortie pour X ou Y raison, d'aller vers un autre service et donc de développer d'autres compétences. Et ça, je pense qu'on sera collectivement gagnant parce qu'eux développeront des compétences et nous, on gardera des professionnels dans une structure avec une idée de parcours, de montée en compétences, et in fine, oui, peut-être qu'un jour ils partiront, mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, peut-être un peu plus tard que prévu, et ça c'est un peu l'objectif, c'est de se dire, voilà, on offre tout un panel de perspectives de mobilité horizontale ou verticale à la PHP, parce qu'on a la possibilité de le faire, on a les moyens de le faire, et du coup on se met en capacité de le faire là dans les prochains mois. Florent, vous, au sein de Brigade, ce qui ressort beaucoup, c'est que finalement la formation elle se fait au fil des missions, qu'on apprend énormément et qu'en très peu de temps. Je vous laisserai en toucher quelques mots, mais il y a également le sujet de la rémunération qui constitue une pomme de discorde et sur lequel je vous laisse... Je vais remettre 2-3 trucs au carré, je pense. Je ne sais pas pourquoi on parle d'intérim en fait, parce qu'on n'est pas une agence d'intérim. Et ça fait plein de fois que l'intérim ressort. Nous, on permet à des travailleurs indépendants ou des libéraux de continuer à collaborer avec des groupes comme les vôtres. J'ai pas un avis très fort dans l'intérim, je pense juste que ce qui vient d'être décidé est une bonne décision. Je parle plutôt des infirmiers et des aides-soignants, ce qui vient d'être décidé quand même largement pour les médecins. Et ce qui se pratiquait était du grand n'importe quoi. Et en effet, vider les caisses de structures comme les vôtres au profit de quelques personnes, en fait. Et pour connaître plusieurs personnes qui ont été infirmiers ou aides-soignants dans des sociétés d'intérim ne gagnaient pas si bien leur vie que ça. Ça c'est dit. Donc Brigade, je le répète, c'est de la mise en relation entre des libéraux pour les infirmiers, des travailleurs indépendants sur les autres métiers et des établissements. On ne peut pas on peut pas dire d'un côté la rémunération n'est pas importante et ensuite dire des personnes partent travailler avec plus de flexibilité parce qu'elles gagnent mieux leur vie. C'est évident que la rémunération est le sujet numéro 1.
notamment pour les plus bas salaires, donc pour les aides-soignants et pour les infirmiers, et que les deux autres sujets, la projection et les conditions de travail, arrivent quand même relativement après. Si on ne peut pas payer son logement, si on ne peut pas payer les études de ses enfants, en fait, oui, on va changer de secteur, on va changer de métier. On a aujourd'hui 80% de nos utilisateurs qui disent que s'ils arrêtent cette nouvelle façon de travailler, ils quittent le secteur. Donc quand on dit qu'on a un vrai enjeu en fait de retenir les talents, c'est important de considérer toutes les formes de travail. Et je le redis, notre mission c'est absolument pas de venir remplacer des personnes en CDI. Et je trouve même que d'ailleurs la limite de 50% elle est probablement beaucoup trop élevée. Nous ce qu'on dit c'est qu'un établissement a des besoins entre 5 et 15% de variables en fait. Et je conçois même pas qu'on puisse faire tourner une entreprise, y compris la nôtre, avec autant de personnes qui sont là ponctuellement, ce qui impacte évidemment la vie des patients et des équipes. Donc c'est pas du tout notre vision. Et le dernier point sur l'ubérisation, qui est le mot qui finit toujours par ressortir à un moment. Enfin, ça dépend de ce qu'on entend par ça. Si on entend fluidifier et créer de nouvelles opportunités, moi je suis 100% pour. Si on entend précariser, je suis 100% contre. Et je pense que dans le cas où on parle, clairement, vu que ce sont des gens qui gagnent en liberté, gagnent en reconnaissance et gagnent en rémunération, on n'est pas dans la deuxième situation. Donc c'est important en fait de remettre. Je dis pas ça pour avoir raison. En fait, c'est un discours que j'entends beaucoup. On est dans un milieu c'est un vrai métier de passion. La santé, les gens qui s'engagent, c'est parce qu'ils ont envie de rendre service, ils ont envie d'accompagner, ils ont envie d'aider. On ne s'engage pas dans ces métiers-là par défaut. Par contre, c'est pas parce que c'est un métier passion qu'on doit les priver de toutes les nouvelles formes de travail, qu'on doit continuer de mal les payer. Je parle plutôt des aides-soignants dans ce cadre-là. C'est un métier passion, au contraire, notre rôle c'est de les conserver le plus longtemps possible. Donc en fait, quand j'entends on va mettre notre budget RH plutôt sur les salariés que sur l'externe, mais encore heureux en fait. Et je ne comprends pas que ça n'ait pas été le cas avant. Donc en fait, ceux qui ont laissé s'installer des solutions qui amènent du ponctuel, en fait c'est juste ce qu'on disait depuis le début, c'est le manque d'attractivité qui fait qu'il y a un énorme vide qui s'est créé, que les gens ont pu avoir cette opportunité, et puis c'est la concurrence entre vos établissements qui a fait que les prix se sont envolés, notamment sur les médecins. Et le sujet à réparer, c'est le sujet de l'image. En fait, c'est le sujet pourquoi je vais m'engager dans ce secteur. Et toutes les initiatives qui ont été mentionnées depuis tout à l'heure, moi je les trouve géniales. Enfin, franchement, mais en fait, on n'en entend pas assez parler. Quand on voit je disais, j'étais un petit peu dur, mais quand on voit d'ailleurs, c'est la responsabilité de personne ici, mais les campagnes de communication qui sont mises en place, soit à la télé, où on dit soit non, c'est génial, et en fait, on ne parle pas des perspectives d'évolution, on ne parle pas des conditions de travail, on ne parle pas de la possibilité, en fait, d'aller d'un établissement à l'autre. Enfin, tout ça, en fait, n'apparaît pas. C'est là que ça se joue. Et dernier point sur l'étranger. En fait, c'est marrant parce que c'est le premier réflexe. La restauration, c'est pareil. Vous l'avez sûrement vu, là, projet de loi de migration, ils veulent permettre à tout le monde d'aller chercher des saisonniers le plus loin possible. Une fois qu'on aura fait le tour de la planète, je ne sais pas très bien ce qui va se passer. En fait, le sujet, donc je comprends que ce soit une solution, que ce soit un pansement qu'on mette pour l'instant, je comprends que ce soit l'aspiration de certaines personnes de vouloir venir en France travailler. Pour moi, ça ne peut pas être une solution. En fait, ces personnes-là, à la fin, le but, c'est de garder les talents qui sont dans notre industrie. Et pour garder les talents qui sont dans notre industrie, il faut leur offrir les meilleures conditions de travail possibles, il faut leur offrir les rémunérations qui vont bien. Et c'est pas en allant toujours chercher plus loin, et en plus, potentiellement... 30 infirmières, je pense que c'est pas ça qui va casser le système de santé libanais, mais faudrait pas que ça devienne une habitude en fait. Je trouve que c'est pas la bonne solution. Le sujet, c'est l'attractivité du métier, et c'est comment on répare ça, et on le fait en renforçant tout ce que vous avez dit, qui est extrêmement utile, et en acceptant aussi que les attentes des personnes qui travaillent changent. Et aujourd'hui, si vous interrogez, et vous le lirez dans le rapport de mission, je vous invite à le faire, si vous interrogez les personnes qui ont fait ce choix d'être à leur compte, en effet, il n'y a pas que la rémunération, il y a beaucoup d'autres éléments qu'une structure en tant qu'employeur ne pourra pas apporter. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est comment on collabore avec, c'est qu'on ne parle pas dans une inflation des prix qui soit complètement absurde et qui vienne déstabiliser le système.
ou les patients derrière. Voilà. Je voulais remettre deux, trois trucs, deux, trois éléments d'équerre qui sont importants pour nous. En fait, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. J'ai pas envie qu'on nous fasse passer pour ce qu'on n'est pas. Sur la formation, en effet, moi je vois deux sujets. En effet, multiplier les expériences, c'est un moyen de se former. C'est pas évidemment pas le seul et pas l'unique. Et c'est pas un moyen de se former peut-être techniquement, mais c'est un moyen d'apprendre d'autres choses et des compétences qui seront valorisées différemment. Et on a récemment mis en place quelque chose qui est aujourd'hui dans la restauration. Et j'en parlais avec le cabinet du ministre de la Santé il n'y a pas longtemps sur la validation des acquis. On a un programme en fait qui permet d'identifier les missions que les personnes font. Et en fonction des spécialités et d'un certain nombre de missions qui est réalisé, de proposer des missions avec, pour venir valider en fait tout simplement des acquis. Donc c'est une espèce de validation continue sur la réalisation de missions qui est uniquement du côté de la restauration parce qu'il n'y a pas d'enjeu de réglementation de diplôme à proprement dit, mais c'est quelque chose tout ça pour dire que le numérique dans la validation des acquis est extrêmement important parce qu'aujourd'hui ce qui va manquer c'est le suivi de la personne, c'est remonter terrain sur son comportement, son attitude, les prestations que la personne va pouvoir réaliser et des plateformes comme nous permettent de faire ça et je pense que le numérique a un grand rôle à jouer sur le sujet de la validation des compétences. Le numérique, conserver les talents sur le territoire, c'est quelque chose dont vous êtes conscient, Guy, et notamment vous prenez une certaine coordination européenne, vous soulignez le problème que vous aviez avec cet hôpital transfrontalier. Oui, on a, mais peut-être que la DGOS est saisie du sujet. Il y a un vrai sujet européen, d'abord un sujet d'intérêt pour l'Europe en ce qui nous concerne, puisqu'on est, je vous disais, on a une quarantaine d'établissements et de services à l'international, donc c'est un sujet qui nous intéresse. Le Liban, c'est juste un petit pansement, c'est 30 personnes et je pense qu'on n'ira pas au-delà. Donc il ne s'agit pas d'aller chercher du monde à l'extérieur, il faut être caricatural ni dans un sens ni dans l'autre. En plus, il y a des métiers qui ne peuvent pas rentrer dans l'auto-entreprise, donc là on parle bien de métiers sur lesquels, je crois, vous ne pouvez pas nous apporter de réponse. Donc voilà, on fait feu de tout bois, et moi, 30 infirmières, pour moi c'est richissime, c'est merveilleux. Je peux ouvrir valide médecine, je peux soigner des centaines de patients par an, donc évidemment je ne vais pas m'en priver, même si l'objectif n'est pas là. L'Europe, c'est un vrai sujet, d'abord parce que ce que je vous décrivais sur la frontière luxembourgeoise, on vit la même chose à la frontière suisse, on vit la même chose à la frontière espagnole, pas forcément dans le même sens en Espagne, quoique il y a un hôpital basque qui en fait lui est vraiment sur la frontière. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des équipes à la fois françaises et espagnoles, donc je ne suis pas allé voir, mais je ne sais pas comment ils font pour parler les deux langues, mais ça doit être top. En tout cas, il y a un vrai sujet de concurrence intra-européenne, il y a un vrai sujet France, Luxembourg, Suisse, Belgique, qui n'est pas résolu. Nous, on a beau aller voir les ministres successifs, les directrices générales de l'offre de soins successives, les conseils régionaux successifs, je parle des élus aussi évidemment beaucoup, des ARS successives, mais c'est un sujet qui n'est pas abordé à la hauteur. Et par rapport à la revalorisation salariale, vous l'évoquez. Voilà, évidemment. Alors la revalorisation salariale, c'est compliqué d'offrir les salaires du Luxembourg, mais il y a peut-être des sujets où c'est du donnant-donnant. Le Luxembourg, par exemple, n'a pas d'école d'infirmière, n'a pas d'IFSI, n'a pas d'IFAS, n'a pas d'école d'aide-soignante. Donc on pourrait imaginer peut-être qu'il y a une collaboration sur ce genre d'activité, de travaux, et que on pourrait imaginer aussi qu'une infirmière formée sur le territoire français, puisqu'on a un IFSI à la frontière, puisse rester 5 ans, 10 ans en France avant de partir à l'étranger. Voilà. Il y a des idées probablement à proposer. Je pense que l'Europe est un joli champ d'imagination et qu'on devrait vraiment essayer à un moment donné de prendre ça en compte. On a très bien réussi dans les moments de crise, comme pendant la crise Covid, où on a nous-mêmes fait partir des gens en réa par le TGV d'un pays à l'autre, et ça a été, j'allais dire merveilleux, c'est pas le mot, mais en tout cas ça a été d'une efficacité redoutable.
et je trouve que c'est dommage que sur le fond et dans la continuité de l'action, il n'y ait pas ce travail commun. Je pense que tout le monde a y gagné, ça dépend un peu comment on présente les choses. Voilà, c'était vraiment le petit mot sur l'Europe aujourd'hui en termes de santé. Il y a bien d'autres choses, mais en tout cas sur la formation de nos équipes et sur les emplois transfrontaliers, c'est un sujet majeur parce que c'est un des sujets que vivent les personnes qui vivent dans ces régions et ces territoires. Florian, Laurent, sur la revalorisation salariale, comment offrir aux soignants tout simplement un salaire qui leur permette de rester, de les fidéliser, comme on le disait. Moi, je vais être très court. Aujourd'hui, moi, ça fait maintenant 1 an que je suis présent au sein du groupe hospitalier. J'ai souhaité avoir un benchmark des rémunérations sur les ESPIC parisiens. On est dans le peloton de tête en termes de rémunération, donc je ne suis pas trop inquiet sur le sujet, puisqu'encore une fois, on a mis en place un référentiel de compétences qui va au-delà de la convention collective. Donc, la rémunération, c'est une chose, mais c'est pas tout. J'insiste, et il faut parler avec les soignants, ils vous le diront, ce qu'ils veulent, eux, c'est de la sérénité au quotidien, quoi. Et la sérénité au quotidien, ça veut dire effectivement avoir les effectifs prévus, ça veut dire avoir le matériel prévu, ça veut dire avoir la qualité de vie que l'on aspire, tout le monde, tout un chacun, ici présent, quoi. Donc, moi, je pense que c'est un sujet, la rémunération, parce que, encore une fois, on est tombé dans une spirale vicieuse. Enfin, je vais vous prendre un chiffre, il n'y en a pas besoin d'en avoir 50. Mais quand je suis arrivé, on payait les vacataires IAD avec un taux horaire de 20 € de plus. On marchait sur la tête, enfin, on était en train de se suicider. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument réinternaliser la ressource en valorisant le CDI et en minimisant effectivement cette main-d'œuvre flexible. C'est très important parce que c'est ce que demandent les personnels médecins et c'est ce que demandent les personnels paramédicaux. Parce qu'ils ont besoin d'avoir des équipes sûres. Je veux dire, quand on fait un acte de soins, on ne vise pas des boulons sur une voiture comme j'ai pu le faire dans mon activité précédente. Je veux dire, on travaille sur de l'humain et on ne peut pas se permettre d'avoir des problèmes. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, le fait d'avoir des personnels qui soient trop flexibles, ça met en risque effectivement la continuité des soins. Et ça, c'est absolument quelque chose que l'on veut éviter et que l'on veut mettre sur surveillance. Florian, avant qu'on passe aux questions. Et juste pour compléter, alors oui, ça ne fait pas tout. Après, il y a eu un effort considérable national, mais aussi à l'échelle de l'Île-de-France pour compenser les disparités en termes de niveau de vie, etc. Je parlais tout à l'heure des logements, parce que la rémunération ne fait pas tout en termes de niveau de vie, évidemment. Donc c'est le package, entre guillemets, qu'il faut prendre en compte. On parlait tout à l'heure des heures supplémentaires dites surmajorées. L'année dernière, il y avait des dispositifs nationaux à la PHP. On a mis en place, en gros, vous engagez pour un nombre d'heures donné, vous êtes mieux payé de 30 à 50% sur votre heure supplémentaire, sur votre package d'heures supplémentaires. Donc c'est aussi pour dire, vous êtes à l'AP, vous avez envie sur un mois donné de travailler un peu plus, on va vous rémunérer en conséquence. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on le fait même avant la prise de poste, puisqu'il n'y a pas beaucoup de formations en France qui bénéficient d'allocations d'études, pour le coup, en Île-de-France, mais aussi maintenant autour de Nantes. Certains centres hospitaliers commencent à développer ce genre de mécanisme. On finance, à partir de l'avant-dernière année d'études, les études. Donc c'est quand même à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on fait même tout pour avoir une sorte d'inclusion et permettre à tout un chacun de mener des études paramédicales ou sage-femme dans de bonnes conditions, puisque ça s'ajoute aux autres dispositifs qui existent. Donc ça, c'est quand même important, il faut le noter. Sur la rémunération des soignants, à la limite, il y a plein de choses qui ont été dites, je ne vais pas y revenir. Juste, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'hôpital, public et privé d'ailleurs, je pense que c'est la même chose, c'est à l'AP, par exemple, plus de 200 métiers. On parle tout le temps des soignants, mais aujourd'hui, quand je parlais du fait qu'on était dans une concurrence sur le marché du travail, sur beaucoup de professions administratives, techniques, logistiques, on est en concurrence avec des entreprises ou d'autres administrations qui ont les mêmes besoins. Exactement les mêmes. Et donc aujourd'hui, notamment sur ces fonctions-là, par exemple administratives, oui, pour le coup, le statut est
inconvénient, si j'ose dire, dans la mesure où les grilles, et qui sont du coup en cours de rediscussion, etc., elles ne nous permettent pas d'être très bons et compétitifs sur le marché aujourd'hui. Et donc on a du mal à garder nos cadres administratifs, nos cadres logistiques, nos cadres techniques, parce que quand vous allez sur le marché et que vous cherchez un poste, notamment en système d'information, les rémunérations, elles décolle très sensiblement sur les 2 dernières années. Et donc, quand vous voulez faire revenir à l'hôpital public des gens, vous êtes obligé d'aligner un certain nombre d'euros et d'augmenter ces rémunérations avec un cadre qui est contraint. Il n'empêche que, et pour le coup, ce sont des évolutions sociétales qui vont dans notre sens, nous, on observe le retour, et pour le coup, c'est ceux qui sont plus anciens que moi qui le disent, le retour de diplômés de très grandes écoles qu'on n'avait plus et qui, au sortir de la crise sanitaire, ont envie de donner un sens, d'avoir un sens à leur métier, des diplômés de Polytechnique, des diplômés de centrales, etc., qui viennent dans nos DSI, dans nos directions des travaux, etc., pour dire... Oui, peut-être que je vais gagner un petit peu moins que ce que j'aurais pu gagner dans des grandes entreprises publiques ou privées, mais j'ai envie de venir à la PHP parce que je vois qu'il y a des projets, parce que je vois qu'il y a un sens et que je participe quelque part à la chaîne du soin. Donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles sur les évolutions sociétales, et il faut aussi dire qu'on bénéficie parfois d'aspirations nouvelles sur les nouvelles générations, et pour le coup on essaye de capitaliser dessus. Je parlais tout à l'heure de la promotion professionnelle. Pour les métiers autres que le soin, il y a un dispositif de concours. On organise des concours en interne pour en gros créer des viviers, c'est de la gestion prévisionnelle basique, mais créer des viviers de top managers, parce qu'on recrute à 25 à 30 ans ceux qui seront top managers dans 10 ou 15 ans. Et pour le coup, c'est un de nos engagements en se disant, nos ingénieurs en chef, nos ingénieurs même généraux, on les a déjà chez nous aussi, et on leur permet d'avoir une trajectoire de carrière qui est intéressante. Donc il faut vraiment pas oublier à chaque fois le fait que oui, il y a le soin, mais il y a tous ceux qui participent à la chaîne du soin, on en est les premiers d'ailleurs représentants, ça, ces populations-là, il faut aussi traiter ces sujets-là pour que la machine hôpital puisse fonctionner correctement. Merci beaucoup pour ce mot de la fin, merci messieurs pour cette discussion si riche. Il nous reste un petit peu de temps pour les questions, si... Il y a certaines interrogations que vous avez. Je voulais juste dire un mot sur les coopérations européennes, puisque dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne de l'année dernière, la Direction générale de l'offre de soins a tenté de porter un projet qui s'appelle le label Hôpital européen. Et donc, nous n'avons pas réussi à emporter la majorité des États membres autour d'une initiative qui aurait été de créer en fait des hôpitaux qui auraient partagé des contraintes techniques d'organisation des soins, les compétences des soignants, mais aussi la prise en charge des patients financière, sécu, etc. Donc nous, on souhaitait développer ça. L'idée, c'est qu'un patient, par exemple, frontalier, il puisse aller en France ou au Luxembourg avec le même numéro d'identifiant, la même identification de sécurité sociale, etc., etc. Et on aurait pu aussi lever des difficultés de divergence dans les conditions d'exercice et de rémunération dans ces hôpitaux labellisés. Donc on n'a pas abandonné le projet, mais faire bouger l'Europe et les autres pays, les États membres, c'est très difficile. Donc les Tchèques étaient d'accord, les Italiens, mais pas... Enfin vraiment, on a fait le tour, ça prend beaucoup de temps. Et peut-être que vous mentionnez, je ne sais pas si... Moi, c'est pas au Pays Basque, il y a un seul hôpital qui existe, qui est franco-catalan, sur le plateau Cerdan, au milieu des Pyrénées, c'est magnifique. Et c'est le seul hôpital avec un conseil d'administration catalan et français, où les patients catalans et français peuvent aller se faire soigner, et toutes ces contraintes ont été levées. Et c'est des contraintes qu'on n'imagine même pas quand on porte un projet comme ça, donc, qui a été un projet porté il y a 20 ans par un ancien Premier ministre, Jean Castex, qui vient exactement de cette région-là, c'est pour ça qu'il existe. C'est quand un bébé naît dans un hôpital transfrontalier franco-catalan, il est espagnol ou il est français? Voilà, c'est vraiment des questions très concrètes qu'on s'est posées, et on a levé tous ces obstacles progressivement. Donc on a un modèle qui existe, et on a plusieurs zones cibles
qui sont bien sûr les zones frontalières des Alpes avec l'Italie. Bon, la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, mais on pourrait imaginer des choses. Et la Sarre, parce que pour le coup, en Allemagne, le Land est plutôt, serait assez partant pour travailler sur le sujet transfrontalier. Donc, c'est des choses qu'on a en tête, qu'on essaye de faire bouger. C'est très lent et je conçois vraiment la frustration que vous pouvez... voilà, et c'est vraiment un travail de lobbying intense auprès de la Commission européenne. Donc, on n'est pas les mieux placés pour faire ça. Donc, si jamais des acteurs veulent aller s'adresser aux députés européens pour leur parler de ça, voilà, je pense qu'il faut aussi faire feu de tout bois et montrer des énergies qui vont au-delà peut-être des modestes moyens de la direction générale. Le deuxième point, je voulais juste réagir sur la rémunération. Alors c'est vrai qu'on a fait beaucoup, comme je l'ai dit, je pense qu'il faut qu'on fasse encore sur les suggestions vraiment particulières, la nuit, le week-end, etc. Et moi j'ai lu, et je vous invite aussi à le faire si vous avez le temps, ou en tout cas d'écouter des sociologues qui existent l'histoire de la profession infirmière ou de la profession aide-soignante. Et pourquoi on dit c'est pas la rémunération qui compte. Et moi je suis pas d'accord avec vous. Moi je pense que c'est central. Après c'est difficile de le dire comme ça en France, souvent. Donc je pense qu'il y a beaucoup aussi de sous-déclaration des gens. C'est quoi, pourquoi voilà, je pense que c'est sous-déclaré. En réalité, c'est pas ce qu'on met en premier. Alors on dit toujours le sens, pourquoi ? Parce que les premières infirmières, la profession infirmière, c'est d'abord des sœurs des congrégations, c'est très très net dans l'histoire, c'est pas la même histoire que les médecins. Et donc il y a une dimension sacrificielle et compassionnelle dès le départ dans leur histoire. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'on est dans une rupture et on sort de ce modèle-là, mais qui a profondément marqué la représentation sociale et même les attentes qu'on avait par rapport à ces personnes majoritairement, ces professions majoritairement féminisées. Et donc, je pense que ce qu'on vit aussi, c'est la fin de cette histoire-là. Et donc, avec des mouvements qui datent déjà des années 60-70, etc., des infirmières qui ont... voilà. Mais elles ont besoin de la reconnaissance, d'abord d'être reconnues dans leurs compétences, leur savoir, et puis aussi avoir la rémunération. Donc, être infirmière, ce n'est pas un sacrifice. Et c'est pas parce qu'on trouve une passion ou un sens dans le métier que ce métier doit aboutir à sacrifier des choses sur sa vie professionnelle, personnelle ou autre, ou sa santé. Donc je pense que la rémunération, c'est vraiment très 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 déterminant quand même. Et il faut le regarder de façon honnête. Et le troisième point, oui, parce que aussi, évidemment, mon âge d'un cachet, c'est la fin du patriarcat, comme vous l'avez compris. Non, mais c'est une blague. Donc, mais c'est important vraiment dans la dynamique interne des équipes et la relation avec les médecins qui change et qui déstabilise aussi le corps médical qui se féminise aussi. Mais vous l'avez mentionné, monsieur, je crois. Moi, je discute beaucoup avec des médecins que je respecte et que j'adore, mais qui disent « je veux travailler avec mes infirmières », par exemple. Donc, voilà, que je connais. Voilà. Donc, on a beaucoup ces discours-là, et bien sûr qu'il y a des tensions, parce que les corps et ces métiers, ça ne fonctionne plus exactement comme ça, et tout le monde ne se retrouve plus exactement dans ce schéma. Et puis, je voulais aussi répondre à HP. Et bravo pour tout ce que vous faites, je vais quand même vous dire. Mais quand vous dites... et on sait que la PHP fait beaucoup de choses sur les études professionnelles, et puis vous avez eu la prudence au début de votre allocution de dire que vous étiez spécifique, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, en termes de moyens, de rayonnement, etc. Et vous dites, on investit 200 000 €, mais vous êtes aussi en déficit d'exploitation majeur. Nous sommes votre actionnaire principal, le ministère de la Santé, et chaque année, je réalise des centaines de millions d'euros pour la PHP, avec plaisir et pour maintenir l'offre de soins en Ile-de-France, évidemment. Et vous avez en plus la chance de pouvoir encore avoir recours au secteur bancaire, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'établissements, y compris l'assistance publique de Marseille aujourd'hui, qui n'est plus en capacité d'accéder au marché bancaire pour financer ces projets. Donc, 200 000 €, donc vous avez raison de le faire et d'investir voilà, mais c'est beaucoup. En fait, 200 000 €, c'est beaucoup. Et alors, surtout quand on se place d'un point de vue d'acteurs privés qui doivent s'équilibrer financièrement, même si on apporte aussi parfois du soutien public voilà, aux acteurs privés, et c'est beaucoup pour des petits centres hospitaliers. Donc, le fait d'accélérer ces parcours de transition, de raccourcir les temps de formation, d'essayer de faire émerger la VAE qui n'existe pas dans notre secteur, il faut être honnête, les acteurs sont très très réticents, c'est très très difficile d'obtenir la réunion des jurys de VAE, c'est très difficile d'obtenir que les professionnels qui siègent dans ces jurys reçoivent positivement les candidatures. Il faut accélérer ça, il y a des choses à fluidifier. L'apprentissage n'existe pas
ou très peu. C'est incroyable. Alors que ça marche très bien, ça permet de fidéliser, voilà. Donc il y a des malfaçons réglementaires, on en est responsable. À la DGES, on essaye, voilà, pour faire en sorte de pouvoir être apprenti, infirmière dès la première année de formation et de pouvoir faire des actes, et donc du coup que ce soit intéressant pour l'employeur de l'apprenti et peut-être le futur employeur, etc. Mais aujourd'hui, bien sûr qu'on finance des choses, et vous avez raison de le dire sur les promotions professionnelles, mais c'est un système qui est encore vraiment extrêmement rigide quand on le compare à d'autres. Voilà. Mais je sais que vous êtes acteur du changement aussi à l'AP et que vous nous apportez beaucoup de propositions, et merci pour ça. Voilà, c'était tout. Merci Cécile Lambert de la DGOS. Écoutez, je vous remercie pour votre présence. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté les clés dont vous aviez besoin.